Alors, à vous dire ce qui va se faire maintenant. C'est une chose qui est un peu hasardeuse et peut-être vous allez me déclarer, me prendre pour folle. La chose est la suivante. Nous vivons ici dans un pays de grottes. Il y a au moins 80 grottes sur quelques centaines de kilomètres. Tout le sol est creusé du néolithique, donc il y a 20 000 années qu'ont vécu des gens qui ont été les débuts de l'humanité. Alors je vais essayer d'exprimer comment le langage a commencé ici dans les grottes. Ça c'est une chose, je crois, qu'on me permettra de faire. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont dire quelque chose contre. Mais je vais faire pire, bien pire. Et là on va dire que je suis cinglée. De qui sont les dessins rupestres? Des hommes, n'est-ce pas? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'elles sont des femmes. Je crois que la peinture, cette narration picturale, est toujours le fait de personnes contemplatives et qui sont abstraites de l'activité. Or, les femmes étaient abstraites de cette activité. Elles étaient en lieu et place. Pourquoi ça ne serait pas elles? Et ici, j'ai peint un signe qu'on retrouve toujours, c'est la main. Et la technique était de tourner autour et même de souffler dessus de la peinture. Hein, on faisait ça par exemple comme ça. Les néolithiques faisaient ça, mettaient leurs mains, et puis ça, voilà, la main. C'est comme ça qu'elle est. Cette main veut dire, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi pas des femmes? C'est ça ma question. Évidemment, on va me dire que je suis folle. Mais pourquoi pas un peu? Et je me réjouis beaucoup de le faire. Et ici, c'est déjà une sorte d'empreinte d'une figure que je peindrai autrement qu'autrefois. Il n'y a pas mes formes rondes, etc. C'est beaucoup plus primitif, hein, plus néolithique, disons, de pierre. Je me réjouis énormément. J'ai beaucoup de visions, comment je les ferai. Et à proposer cette œuvre-là à la science et rencontrer des scientifiques et en débattre, en discuter. Et j'espère trouver des femmes et des hommes qui vont dire au fond, Léna, c'est pas si faux, on va chercher un peu ce qu'elles ont fait. Car qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas fait que des bébés et la cuisine. Elles ont toujours fait autre chose, les femmes. Sinon, je n'existerais pas. N'oubliez jamais ça. Le mouvement féministe a été la grande aventure de ma vie. Un de ces jours, ça démarre à Paris. Des militantes viennent me voir. Il y avait déjà un tableau au mur, à la cire. Et elles ne voient rien. Alors j'ai dit, alors, je vais vous faire la peinture, vous allez voir. Je vais vous faire vous. Amazone, androgyne, gens avec des noms à coucher d'or, calembour en langue française. Enfin, il y a eu une explosion et j'ai été reconnue comme le peintre du mouvement. Et cela d'ailleurs d'une manière internationale, sauf en France. Elles sont archaïques, elles ont un grand message. C'est une peinture qui est très sensualiste, sexualisée, et qui évidemment a rompu avec toute idée de la femme objet. Ça, c'est une femme sujet et qui est menaçante, certainement. Je pense que je suis une artiste politique, rare, il n'y en a pas assez à mon goût, et que j'ai essayé, et peut-être même réussi, à mélanger quelque chose, c'est-à-dire toutes mes préoccupations politiques, du fait politique, pas de la grande politique bien sûr, mais du fait politique qui est notre vie ensemble, nous tous, comment pouvons-nous vivre, et l'expression possible, de mettre ça dans des images. Et ces images peuvent avoir une lecture, j'entends, on n'a pas besoin du langage même. Tu regardes un tableau et tu peux dire, ah, il se passe ça et ça, et c'est lisible dans le monde entier. Et dans le monde entier, dans toutes les sociétés, à quelques degrés près, les êtres humains ont les mêmes problèmes politiques. Et c'est ça que je voulais faire.
et j'étais pas du tout une artiste. En fait, j'ai souvent dit, si j'étais pas femme et pas homosexuelle, probablement je ne serais pas devenue artiste. Je crois pas, parce que j'aurais tendance plutôt à diriger une société pour faire de la nourriture pour les chats. Je sais pas, n'importe quoi d'autre. Mais ça m'a appelé. C'est vraiment ça. Et quand des collègues disent je suis artiste et ça explique et excuse tout, je dis ah non, moi pas du tout. Là, je dirais plutôt je suis homosexuelle, femme, ça explique certaines choses, mais ça n'excuse rien du tout non plus. Hein? Alors j'ai eu toujours une position extrêmement rigoureuse par rapport à ce que je faisais et j'ai voulu par des images dire nous vivons, nous existons, nous sommes là nous les femmes. Vraiment oui. Je suis issue d'une famille huguenote de Saint-Rémy, d'ici, qui a été chassée à cause de sa foi il y a 400 ans, et je suis la première et aussi la seule revenue. Je pense que la France m'a attirée comme la part non coupable de mon histoire, parce que du côté de ma mère, j'étais allemande et j'ai énormément souffert de ce que les Allemands ont fait. Donc je suis venue pour faire œuvre réparatrice. Et ce pays était un immense champ de ruines. Il y a eu l'exode paysan, il y a eu énormément de choses. Les gens étaient chassés de chez eux aussi par la misère. Et restaurer ces ruines, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu l'impression de vivre à genoux, je l'ai écrit dans un texte, aimer les pierres et de remettre droit ce que mes gens, d'une part, avaient détruit. J'avais donc 25 ans et je suis arrivée dans quelque chose de très délaissé, sans courant électrique bien sûr, sur 21 ans, un exemple de vie je crois très très dur. Il y a très peu de femmes en Europe qui ont vécu ce genre de choses. Et j'ai vécu à ma manière au XVIIIe siècle avec ce que je pouvais faire, n'est-ce pas? Toujours des problèmes d'eau, un pays calciné sous le soleil, en même temps une nature d'un égoïsme terrible, c'est-à-dire si tu la combats pas tout le temps, bon, elle va te bouffer. J'avais essayé de ne pas vivre ici. Je voyais que c'était très très difficile, presque inhumain, insupportable, surtout les hivers, n'est-ce pas, de cette solitude. Je ne la souhaitais pas. Mais à partir d'un certain moment, j'ai bâti cet atelier. D'ailleurs, j'ai fait toute la maison et bien d'autres maisons. J'avais encore d'autres métiers. J'étais antiquaire et marchande de matériaux d'occasion, poutres, carrelages, fenêtres, portes, ce genre de choses. Enfin, je menais une vie physique extrêmement dure. J'avais beaucoup de force, hein, et j'étais maçon, au fond. Non, c'était une vie, par bien des côtés, inhumains, et possible que j'appelle ça une vie par correspondance, parce que, évidemment, je me créais des amitiés. J'étais très, très férue de trouver toujours des amis, et puis j'ai écrit des milliers et des milliers de lettres. Et puis bon, on vivait par la boîte postale, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, c'est par le fax. C'est évident, ça va beaucoup plus vite, c'est extraordinaire. Et dans cet hiver, par exemple, j'ai écrit 450 pages de fax. Je voulais faire une bastide de cette maison extrêmement pauvre et aussi nous abriter et protéger derrière ces murs et qu'on soit bien. Et puis mettre un signe pour dire jusque-là et pas plus loin. Et ne pas développer des angoisses et des phobies. C'est un château de pierre, mais pas au sens où on l'entend, une citadelle ou des choses comme ça, pas du tout. Il faut l'entendre, voilà, peut-être pour bien comprendre cette situation d'isolement et l'intensité de ce travail qui n'a pu naître, je pense, qu'ici, qui n'a pu atteindre aussi cette intensité qu'ici. Je pense qu'ailleurs, Léna Vendré aurait travaillé tout à fait autrement. Plus près de la civilisation, elle aurait créé, elle aurait travaillé, elle aurait fait tout à fait autre chose, je pense. Ici, c'est la condition sine qua non de son travail, c'est ce lieu.
c'est l'attachement à ce lieu. Et pour bien comprendre peut-être, c'est une image qui m'a beaucoup frappée lorsque j'ai découvert ces textes, où elle parle d'un vaisseau de haute terre. Pour les boîtes, je les appelle les dons pharaoniques et j'ai travaillé dans mon imaginaire, bien sûr. Hein, c'est la vulgarisation scientifique que j'aime bien, me renseigner un petit peu. Les pharaons, j'imagine que leur monde était comme ça. J'essaie de dire, c'est avec ça qu'elles sont parties dans leur pyramide. C'est comme ça que ça a dû être. Et c'est très très féminin, parce que c'est organisé d'une manière comme les boîtes intimes qu'ont les femmes. Les femmes ont toujours des boîtes. Et ici, on vit dans un pays où les Provençales ont tout mis en boîte. Ça vient de là d'ailleurs. Pourquoi j'ai trouvé tant de boîtes? Et parce qu'elles avaient toujours des boîtes. Et puis un jour, bon, on les a jetées et j'ai pu les prendre. Et la manière dont c'est organisé là-dedans est très précieuse, très intime, et pas du tout à nouveau à donner à voir. Ou non, il faut voyager dedans, il faut se donner du mal pour voir au fond qu'est-ce qui s'y passe. Ah, c'est ça. Hein, c'est pas du tout un spectacle. C'est une mise en scène intime, intérieure et un enfermement. Et il est clair que j'ai fait quelque chose. Moi-même, je vis enfermée. Bon, un peu subi, si on veut, un peu voulu, ça on peut pas trop dire. Mais là-dedans, j'ai enfermé des mondes. Chaque chose est un petit théâtre intime d'une pharaone. Voilà. L'ange aussi n'est pas du tout quelque chose de suave, c'est quelque chose de plutôt très rigoureux, presque peut-être agressif. Il y a des gens qui en ont peur, ils disent qu'ils vont mordre et que c'est plutôt des diables. Oui, mais c'est androgyne aussi. Et curieusement, alors que je n'ai marqué les corps d'aucun symbole sexuel, d'aucune trace de quoi que ce soit, c'est pourtant à nouveau plutôt des femmes. On ne peut pas dire c'est pas des hommes, n'est-ce pas? Les androgynes femmes, c'est toujours le même type. Et alors on peut se demander, et on me l'a demandé souvent, pourquoi on ne voit pas les mains et les pieds? Ben, la réponse est, si on voyait les mains et les pieds, cette personne serait vraiment là, elle serait là, et on pourrait en avoir peur. Tandis que comme on ne les voit pas, on ne sait pas ce qu'elles ont dans les mains d'ailleurs, il y a une sorte de suspension verticale, une apparition. Ça arrive et ça s'en va aussi bien. Tu regardes et tu regardes plus. Est-ce que s'il y avait les mains et les pieds, ben, tu serais obligé de regarder. Et j'ai jamais voulu obliger à regarder dans ce sens-là. Je crois que je suis nulle part. Nulle part. Un phénomène singulier, unique. J'ai aussi été éliminée de bien des instances, parce que féministe, bien sûr, bien entendu. Et l'art brut m'a éliminée parce que cultivée. Et puis enfin, on trouvait toujours un cheveu sur la soupe, qu'est-ce qu'il faut dire. Mais comment vous expliquer que du buffet, j'avais une correspondance avec lui? Il m'appelait Insomnia, puisque je dors pas la nuit. Et puis cette correspondance, et puis qui m'a écrit... ce que vous faites, vous le sortez de vos tripes et moi je dois reconstruire d'une manière très cérébrale cela. Alors donc, et puis il a acheté des tableaux dont il a fait don au musée d'art brut. Un jour, j'ai reçu une lettre ici, j'étais ici dans l'atelier, et qui émanait de l'atelier Jacob. Et c'était une lettre de vous, c'est-à-dire de ton époux Alain, un phénomène que j'allais rencontrer,
Et il y avait question que je rentre à l'atelier Jacob. Et c'était le plus beau moment de ma jeunesse. J'ai pleuré de joie, j'ai sauté, j'ai dansé, j'ai dit ça y est, enfin. Bon, et puis après vous êtes venus. Et Alain est rentré ici, puis il a dit, bon c'était une figure évidemment phénoménale, il a dit alors tu es dans la merde. Bon, j'étais un peu vexé, hein, je pensais quand même dans la merde. Le fabuleux avec vous, fabuloserie, était que j'ai trouvé chez vous une maison et une famille, puisque j'avais personne. Et que chez vous, on mangeait bien, vous étiez toujours très gentils, il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait à manger, et l'ancien enfant affamé de Pologne, eh bien, a trouvé presque des parents, je dirais, bon, des très jeunes parents, bien sûr. Et Alain disait, nous sommes très familles, en mangeant là, comme ça, des choses fabuleuses, extraordinaires, que j'oublierai jamais. Et puis cette ouverture sur un art nouveau, en fait j'ai compris l'art brut et aussi ma participation de par chez votre officine, la galerie comme elle était, les autres créateurs, tous ces jeunes qui étaient tous vos enfants et vous donniez énormément. Je trouve que vous avez donné énormément à nous à l'époque, vraiment. Oui, mais tu sais, Alain était un homme de passion, et il l'a bien montré en créant cet atelier Jacob que personne ne demandait, et en créant la fabuloserie. C'est vrai que tout ça, c'est des œuvres de passionnés. Quand je suis venue au monde, et dans cette situation où j'étais, il n'y avait pas pour les enfants, on ne faisait pas comme aujourd'hui, rien du tout, il n'y avait vraiment rien du tout. Et j'avais une tante à Hambourg qui avait eu pitié de cet enfant qui vient au monde en pleine guerre et en Pologne, et elle avait pris un gant, un très beau gant, et elle a fabriqué donc cet éléphant. Et cet éléphant m'a accompagné toute ma vie. C'est mon fétiche, c'est mon totem. J'aime les éléphants. Aussi, je les aime parce qu'elle m'avait dit, ou m'avait fait dire par la suite, que j'allais devenir un être de mémoire, comme l'éléphant. Et elle me l'a donné pour la mémoire. Et je suis devenue un être de mémoire. J'ai une mémoire d'éléphant qui souvent m'accable d'ailleurs. Je retiens trop de choses. Alors j'ai lui fait un petit habitacle avec mes petites chaussures de l'époque, mais qui paraissent très très grandes. Et lui, il marche là tout seul. Il est en péril dans les chaussures de l'homme qui le tue. Bon, et puis j'ai mis une boule en ivoire, quelque chose en ivoire avec, et c'est mon petit habitacle d'une petite lueur dans une enfance qui était vraiment terrible, mais je dois dire, pas que pour moi et pour d'autres bien plus. Ma mère m'a reproché toute ma vie que j'avais battu des mains au drapeau nazi. Mais vous savez, un enfant ne sait pas ça. Mais elle m'en voulait, à 3 ans, ne pas être politisée. C'était jamais trop tôt. Il fallait absolument qu'on soit politisé dans la première minute qu'on vient au monde. Mais on ne peut pas. Ça a pris un tout petit peu de temps. Je l'étais à 12 ans, je crois que c'est déjà assez précoce.